commencer les questions dès maintenant, s'il vous plaît. Merveilleux. Merci beaucoup. Alors, j'en ai beaucoup. Mais je vais commencer avec une, parce que vous en avez parlé. Vous avez parlé des plaintes, donc à peu près. Combien de plaintes recevez-vous chaque année? Puis, qui les reçoit? Comment ça se passe? Depuis, oui, j'ai justement un document qui est pour ça. Depuis, j'ai regardé les plaintes qu'on a reçues depuis qu'on a un système de plaintes, depuis juillet 2019, donc ça fait à peu près 3 ans. En fait, c'est 1147 jours que j'ai mesuré. On a eu 9072 plaintes en 1147 jours. Faites le calcul, ça fait à peu près 8 par jour. Puis, j'ai juste mentionné qu'il y en a 51% de ces plaintes-là sont par les mêmes 8 personnes. Il y a quelqu'un qui a 20% de toutes les plaintes. Pour ces plaintes-là, nous, donc en fait, si on exclut ces 8 personnes-là qui systématiquement remplissent le bucket, c'est à peu près 3 plaintes et demi, 4 plaintes par jour depuis le début. Et qui les reçoit, ça rentre dans un système automatisé. On les reçoit dans un groupe d'administration et moi, je regarde ces plaintes-là, puis systématiquement, j'appelle les gens. Et c'est compilé aussi, on a des statistiques, oui, on voit quelles sont les origines des problèmes, à quel moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris des décisions récemment, comme par exemple mettre fin au vol de nuit les plus bruyants, tout simplement parce que la quasi-totalité des plaintes étaient concernant ces fameux vols. Il ne faut pas se le cacher, mais l'aéroport, ça génère des plaintes de toute façon. C'est le 7e aéroport avec lequel je travaille. Le nombre de plaintes est relativement bas pour un aéroport. À Saint-Hubert, Montréal en a énormément plus, c'est même pas comparable. Mais bon, l'important, c'est qu'effectivement, c'est collecté, les gens sont rappelés, c'est compilé et on prend des mesures concrètes par la suite. Il y a plusieurs années, ça avait été les silencieux qui avaient été installés sur les avions. On avait réduit les horaires d'opération des écoles de pilotage. D'ailleurs, il y a encore des idées à ce sujet-là. On a rencontré les gens de la Capale récemment, c'est intéressant. Donc, il y a vraiment tout un système d'écoute qui est en place, qui s'appelle d'ailleurs, je pense, YHU à l'écoute. YHU, exactement. Et qui fonctionne relativement bien. Encore une fois, on est très au fait des plaintes qui sont faites. Juste faire un suivi là-dessus. Les dernières plaintes qu'on a reçues, on a quelques recommandations qui vont sortir de ça et qu'on va consulter avec le comité consultatif qui va s'en aller. Il y a des faits concrets qui vont sortir de ça. Puis avec le cadre de la discussion qu'on a eu aussi avec les vous avez mentionné des silencieux sur les avions. Est-ce qu'il y a d'autres actions relativement concrètes là, qui ont été prises suite à des... La réduction des posés décollés. Il n'y en a plus les fins de semaine. Le dimanche et le samedi après 15 heures, il n'y en a pas. L'été, ça c'est une des actions concrètes qui ont été prises il y a quelques années. Les autres actions, c'est évidemment la nuit, il n'y a plus de posés décollés, il n'y a plus d'entraînement qui se fait la nuit. Il y a une question qui parle du type d'avion. On parle d'avions plus silencieux. Vous avez parlé de silencieux sur les avions. Est-ce qu'il y a des plans, par exemple, pour faire en sorte que la flotte qui atterrit, qui décolle et qui décolle à l'aéroport Saint-Hubert soit changée pour des avions plus silencieux? Parle-t-on de code de pilotage ou de... La question était en 2 volets. Donc, les avions réguliers et l'école de pilotage. Les écoles de pilotage, je peux dire qu'il y a des avions électriques qui sont regardés, mais en même temps, c'est du bruit qui est acoustique avec l'hélice. Donc, ça peut changer un peu, mais peut-être pas tant que ça. Il y a d'autres études qui sont en cours, puisque vous êtes au courant que quand même l'aéroport de Saint-Hubert va devenir une zone d'innovation aérospatiale. L'Université de Sherbrooke est là, l'ETS est installé aussi. Et toutes ces écoles-là regardent à modifier le type d'avion ou modifier un peu le type de moteur, de motorisation que sur les avions d'école de pilotage pour que ce soit moins bruyant. À la question, est-ce que DHL compte changer? C'est pas à nous, ce sont des entreprises privées, nous fournissons des infrastructures. Et les écoles de pilotage, on peut faire pression, demander, mais c'est à eux de changer ce qu'ils veulent suite aux pressions citoyennes, s'ils veulent bien, mais nous, on n'a aucune autorité sur les écoles comme telles de dire faut changer la motorisation ou le bruit.
c'est à eux de le changer et de voir les opportunités qui sont là avec soit l'électrification des écoles de pilotage ou la différente motorisation. Là, par contre, au niveau de l'aérogare, c'est clair que lorsqu'on a un aérogare, évidemment, à quelque part, on va choisir des transporteurs qui ont les avions les plus récents, donc les moins bruyants, les moins polluants, comme on le dit. Merci. Vous avez parlé d'un développement en 2 phases pendant votre présentation. J'ai 3 questions qui portent sur quelles seraient les retombées possibles, les retombées économiques anticipées. Je peux te prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement, l'aéroport génère près de 700 millions en retombées économiques. Évidemment, on ne peut pas d'ores et déjà identifier les retombées parce que le projet n'est pas encore complètement défini. Donc, définitivement, ce sera encore beaucoup plus élevé, mais on ne peut pas actuellement. Le plan n'est pas assez défini pour pouvoir avancer un chiffre, malheureusement. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Les questions sont très variées. Alors, j'essaie de faire une espèce d'éventail là, sur les sujets. Alors, concernant les GES, comment concilier le développement d'un aérogare et des vols régionaux avec l'urgence climatique et la lutte au changement climatique? Excellente question qui nous préoccupe aussi. Il y a quelques semaines, on a rencontré des gens, des éco-leaders du développement économique Longueuil pour parler avec ces gens-là de voir comment est-ce qu'on peut faire un développement durable à l'aéroport et quelles sont les pistes de solutions pour... Parce que c'est sûr que des avions qui volent, bien, ça émet des GES. C'est certain. Maintenant, comment compenser ou pallier ça dans notre développement? On a des pistes de solutions et il y a des subventions pour nous aider aussi et qu'est-ce qu'on peut faire? On est à regarder ça et c'est très important pour nous. C'est de l'input qu'on a eu lors des consultations citoyennes et de ce qu'on a vu des mémoires aussi, ce qu'on a pu lire de là. Et on sait que ça se fait de concert avec des entreprises qui, les éco-leaders de Montérégie, avec eux, on va travailler pour pouvoir faire ça. Donc, trouver des pistes pour compenser. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est qu'il y a déjà des passagers et des vols vers les régions. Actuellement, évidemment, le gros du trafic décolle et arrive à Montréal-Trudeau. Ce qu'on se dit, c'est que en diversifiant les points de départ, on peut peut-être raccourcir aussi les trajets, les itinéraires des gens plutôt que partir, par exemple, de Drummondville pour aller jusqu'à Montréal dans leur voiture ou avec un autre type de transport. On peut peut-être limiter un peu les transports terrestres en faisant 2 points de départ différents. Donc, peut-être une légère contribution à ce niveau-là aussi. Concernant les développements sur le site de l'aéroport, qui paierait pour le développement des infrastructures envisagées par DHL? Est-ce qu'il y a des investisseurs prévus, impliqués? C'est toujours des investissements privés. Rien d'autre. À part, précision, si on a des demandes de sécurité, des choses de développement, éventuellement, qu'il y a des octrois gouvernementaux, comme on peut avoir pour de l'aide aux infrastructures sécuritaires, mais à part ça, ce ne sont que des investissements privés. Dans le même ordre d'idée, quels sont vos engagements vis-à-vis des compagnies qui utilisent les pistes de décollage et d'atterrissage? C'est quoi les engagements? C'est quoi? C'est clair qu'on doit respecter l'ensemble de la réglementation. Oui, on respecte. Les engagements, c'est de respecter la réglementation applicable. Nous fournissons, comme on dit, une infrastructure et ces gens-là sont sur la piste. Ils doivent respecter la réglementation qui est de réglementation fédérale. Et c'est ce qu'on leur demande c'est l'engagement envers eux. Je ne sais pas si on peut. De vol de nuit. J'habite proche de l'aéroport et il y a des vols de nuit en ce moment. Comment s'assurer du respect des vols non-vols de nuit? OK, je vais préciser des vols de nuit réguliers. Puis là, le vol de nuit de chrono, il va être aboli de nuit 1er avril 2024. Ça, c'est en cours. Mais les autres vols de nuit, la plupart de nos vols de nuit qu'on a, c'est hermétique. C'est la Sûreté du Québec qui fait la recherche et sauvetage, la GRC, les militaires.
tout ça, ce sont des vols non réguliers. Il y a aussi les urgences. Mais des vols réguliers, quand un transporteur va soumettre son horaire pour dire on va faire un vol qui va partir à minuit moins quart. Non, ça ne partira pas à minuit moins quart. Au plus tard, c'est 23 heures. C'est de 7 à 23 heures. Pour avoir un bon 8 heures de sommeil, puis l'autre vol, le Boeing 737-200, va être aboli. Pas aboli, mais de nuit, il ne pourra plus être là. 5 minutes. Il faut que je les lise aussi. Alors, 7 heures du matin. Il me semble que c'est tôt. Surtout qu'on entend les avions super fort et ça nous réveille en ce moment. Y a-t-il moyen de réaménager l'horaire? Le week-end aussi. On va étudier toutes les possibilités. On va discuter encore plus avec le CAPAL, puis avec les gens. On parle surtout probablement des écoles de pilotage. Là. Mais c'est à regarder. On a des options. Puis on est ouvert à regarder notre développement. Et comme on l'a dit, on ne veut pas plus d'écoles. Il n'y aura pas de croissance des écoles. Puis c'est de limiter comment est-ce qu'on peut améliorer ça aussi. Alors, la question ici. Êtes-vous prêt à aller jusqu'à expatrier, probablement exproprier, des citoyens pour agrandir l'aéroport? Allez-vous prendre en considération nos recommandations aussi? Il y a deux questions là-dedans? Oui. Exproprier des aéroports, je ne connais pas. Pas exproprier l'aéroport. Non, exproprier des citoyens. Je ne peux pas répondre à ça. C'est pas des idées, c'est pas. Non. Je ne peux pas dire non, j'ai aucune idée. Légalement, est-ce que c'est faisable? J'en ai aucune idée. On n'est pas prêt. On n'est pas là-dedans. Non. C'est bon. Pourquoi Dachel a-t-il refusé de participer aux consultations du député Denis? Je peux dire honnêtement, et on l'a dit publiquement, c'est parce que M. Trudel s'est prononcé contre le développement de l'aéroport. Alors, ça valait pas la peine d'être là. Il a dit je suis contre le développement. Voilà, ici. Oui, on va prendre en considération notre rapport. Oui, comme on a pris jusqu'à date toutes les recommandations. Oui. Alors, une question sur le statut de l'organisme. Pourquoi sur votre PowerPoint c'est écrit OBNL? Avez-vous des opportunités de recherche et d'innovation avec des compagnies dont Pratt & Whitney ou l'ASC, par exemple? D'abord, oui, on est honnête. D'ailleurs, OBNL, oui, au Québec, on a enregistré On n'est pas les seuls, c'est la même structure, excusez-moi, Aéroport de Québec, Aéroport de Montréal. C'est des organismes sans but lucratif qui ont été formés par le gouvernement canadien lors de la privatisation des aéroports dans les années 90. Est-ce qu'on a des opportunités avec Pratt & Whitney? Bon, nous, encore une fois, on a des infrastructures. Actuellement, par contre, on discute notamment avec l'ENA. Je suis très impliqué dans le projet de zone d'innovation de façon à identifier certains projets. 2 minutes. Projet d'innovation. Pratt en fait partie. C'est encore assez premier balbutiement, ce projet de zone d'innovation. Donc, il y a quelques rencontres qui ont eu lieu. Mais on espère éventuellement identifier un certain nombre de grands chantiers et d'avancer, de collaborer de notre mieux. Encore une fois, nous, il faut comprendre qu'on est une minuscule équipe. On a un grand terrain avec des pistes, mais on n'a pas de capacité de recherche, par exemple. En tout cas, pas du niveau ni de Pratt & Whitney, ni de l'ENA ou de l'ETS. Il y avait une question qu'on a reçue à l'avance qui rejoint un peu celle-là. Est-ce que le plan envisagé par Dachel sur les destinations soleil, donc à plus long terme, est compatible avec la présence de l'École nationale d'aéronautique près de l'aéroport? 2 minutes pour répondre. Je ne vois pas le lien du tout. Il n'y en a pas de lien là-dessus. Parfait. Autre question? Écoutez, si ce n'est que, excusez-moi, je fais surtout les réponses facilement. Non, mais si ce n'est qu'encore une fois, l'aéroport est extrêmement important pour l'École nationale pour l'ENA. Donc, c'est sûr que, bon, un aéroport qui est vivant, qui offre des vols, c'est important parce que d'abord, ça permet la maintien des infrastructures. Ça coûte extrêmement cher, un aéroport avec nous.
Donc, le fait qu'il y ait des vols et des revenus qui soient générés par tout type de vol, qu'ils soient vers le sud, vers le nord, ou l'est ou l'ouest, je crois que c'est positif pour l'ENA. D'autant plus que l'ENA aussi reçoit des chercheurs un peu partout. Donc, une desserte aérienne, ça peut devenir encore plus intéressant. Même chose pour l'Agence spatiale, pour peut-être Noémie, pour Evoudeflec, pour l'ensemble de l'écosystème. Avoir un aéroport qui est vivant, ça permet justement de maintenir des installations, mais aussi d'assurer un certain accès pour les visiteurs de toutes ces installations. C'est terminé. Merci énormément. On va vous acheminer les questions qui